Dr Mohamed Awali Akintola, intellectuel aux multiples casquettes, est l'invité de Palmarès TV. Docteur en sciences politiques, diplomatie culturelle, spécialiste des questions de stratégie de la communication, acteur sociopolitique à République du Bénin, membre du parti politique Union progressiste Le Renouveau, il est auteur du livre Jeunes du Bénin, ayez confiance, Wadaï, le défi d'une génération. Dans cet entretien, nous décortiquons avec lui les coulisses de son ouvrage. Chacun d'entre nous a un devoir citoyen vis-à-vis de la République, de la patrie. Vous êtes journaliste, ce que vous faites, c'est chasser l'information et c'est mettre cette information à la disposition du peuple béninois. Un cultivateur, un agriculteur travaillera à nourrir ses concitoyens béninois. L'intellectuel que je suis a également le devoir, comme beaucoup d'autres, d'éclairer davantage la lanterne de chaque béninoise et de chaque béninois. La meilleure manière de le faire, c'est d'aller à la quête de l'information. Et quand je parle de l'information, c'est surtout de l'information en matière scientifique. C'est de travailler cette information-là, de la rendre digeste, et de la mettre à disposition de mes compatriotes, surtout en cette période charnière et très sensible de choix électoral. Je veux parler donc de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 en République du Bénin. Et donc l'histoire de ce livre, cet ouvrage, un essai politique d'intervention, je l'assume, part d'une rencontre avec le candidat. J'étais à l'époque porte-parole du parti Renaissance nationale, l'un des 4 partis ayant participé au conclave à la décision du choix du candidat Romuald Wadaïm pour être le porte-étendard de la majorité présidentielle à ces élections-là. Et donc le candidat, après ce conclave, après cette décision unanime, a décidé de rendre visite aux membres des bureaux politiques et bureaux exécutifs nationaux de ces 4 partis politiques. Le parti Renaissance nationale, dirigé à l'époque par l'honorable Claudine Afiali-Prudencio, a eu la chance de recevoir en dernière position le candidat. C'était donc au siège du parti à Dekngbe. Et donc, après nos échanges avec le candidat a quand même voulu recevoir quelques questions du public. 3 personnes ont été désignées pour poser les questions. J'étais deuxième. J'avais une camarade à l'époque, la secrétaire générale du parti, et puis une vice-présidente du parti, professeur d'université aussi. Et j'étais au milieu des deux pour poser la question. Lorsque j'ai fini de poser la question, le candidat, je reviendrai sur la question tout à l'heure, le candidat, il a demandé à son cortège. Je commence à répondre à laquelle des questions, la première, la deuxième ou la troisième. Et donc le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, lui fit signe de la main en montrant 2 doigts, comme pour dire la question numéro 2. Et le candidat qui commence, je réponds alors à la question numéro 2. Mais quelle était ma question? Je lui ai dit ce qui suit. Monsieur le Président, je suis jeune comme vous. Et je suis convaincu que vous êtes le meilleur candidat pour continuer les réformes salvatrices que nous avons entreprises en République du Bénin depuis 2016, c'est-à-dire avec l'ère du nouveau départ, conduit par le président Patrice Talon. Je suis convaincu de cela, mais au-delà de cette salle, il y a des millions d'autres jeunes béninois qui ne sont pas encore convaincus. Si je devais leur transmettre un message de votre part, mais en seulement 3 mots, que me diriez-vous ou que me chargeriez-vous de leur dire? Et quand il a pris la parole, il m'a regardé droit dans les yeux et dit, monsieur, si je dois vous répondre, je vous dirai de leur dire, jeunes, ayez confiance. Quelques semaines après, on était à l'investiture de candidat à Parakou et cette expression est revenue. J'avoue déjà qu'à la réponse à ma question ce jour-là, ce 20 septembre, au siège du Parti Renaissance nationale, je me sentais déjà dans l'obligation de mener à bien cette mission-là. Mission que j'ai avoué avoir compris, puisque j'ai dit au candidat, je suis convaincu du fait que vous êtes le meilleur élément pour poursuivre la réforme. Alors, à Parakou, dans son discours, il revient sur la même expression. Et là, il ajoute du Bénin. Il dit, jeunes du Bénin, ayez confiance. Jeunes du Bénin, il dit 2 ou 3 fois.
ça m'a davantage conforté dans ma position. Et donc ce livre est né. J'aurais pu prendre mon bâton de pèlerin et aller comme ça, juste avec le verbe, à la rencontre des jeunes du Bénin et leur dire, mais cela se serait adossé à quoi? Vous savez, les paroles s'envolent et disparaissent dans les méandres du temps. Mais les écrits restent, et restent suffisamment longtemps pour attester de ce qui a été, et ça dans leur véracité. J'ai préféré écrire parce que écrire est plus juste à mon avis. Écrire vous donne le temps de réfléchir avant de dire, vous emmène à mesurer. Et j'avais beaucoup à dire. Le seul verbe ne suffirait pas pour le dire et ne me permettrait pas de le dire assez suffisamment. J'ai donc choisi d'écrire parce que j'aime écrire, parce que ça reste, parce que au-delà de convaincre les jeunes béninois à faire confiance au candidat Romuald Wadaye, bientôt, si les Béninois le décident, président de la République du Bénin, non seulement, ou alors au-delà de convaincre les jeunes béninois, il me fallait également un élément de rappel au futur président de la République de ce pacte-là qu'il a décidé de sceller avec les jeunes béninois lorsqu'il a demandé de lui faire confiance. Parce que cela va dans les deux sens. Et j'en parle dans la troisième partie de cet ouvrage-là où je dis, oui, les jeunes béninois sont bien prêts à faire confiance à Romuald Wadaye parce qu'ils s'identifient à travers lui, parce qu'ils voient à travers lui un certain rééquilibrage des choses, une certaine équité dans le cours de l'histoire. Parce que pendant longtemps, les jeunes ont été assez relégués au dernier rang, mais sont souvent utilisés comme du bétail électoral, sont utilisés pour l'organisation des meetings, leurs réseaux sont utilisés, ils sont les plus nombreux en matière démographique, mais c'est eux qui sont les moins représentés dans les sphères de décision. Et vous savez, une décision qui est prise pour quelqu'un sans cette personne n'est pas forcément à l'avantage de cette personne-là. Au-delà même de cela, les décisions prises ne sont pas forcément porteuses d'effets ou d'impact assez significatif pour cette jeunesse-là. Donc aujourd'hui, qu'un jeune, quelqu'un en qui cette jeunesse béninoise s'identifie, nous soient en passe de devenir le président de la République, donc la première autorité, celle qui prend toutes les décisions de la République du Bénin, eh bien, il faut quand même lui rappeler quand il sera là, vous nous avez demandé de vous faire confiance, nous vous avons fait confiance, en retour, nous attendons que vous nous retourniez l'ascenseur. Et des paroles en période électorale n'auraient pas suffi comme témoin. Un livre, oui, pourrait rappeler à celui-ci les circonstances, les tenants et les aboutissants de ce pacte social de confiance qu'il a signé avec la jeunesse béninoise. Vous savez, dans le livre, lorsque je parle de cette jeunesse-là, à qui on a demandé de faire confiance, je ne parle pas d'une jeunesse qui attend que la manne et la caille tombent du ciel. Non. Je parle dans la première partie de cet ouvrage-là où je dresse un diagnostic, un constat de la place des jeunes dans la gestion de notre cité. Je parle d'une jeunesse qui est compétente, une jeunesse qui est nombreuse, une jeunesse qui sait produire mais qui manque d'opportunités, qui manque de champ d'action. C'est de cette jeunesse-là que je parle. Je ne parle pas d'une jeunesse qui demande à un leader politique de leur trouver de l'emploi. Non. Je parle d'une jeunesse qui demande à un leader politique de créer le terreau pour qu'eux, ils saisissent les opportunités, de créer l'environnement qui facilite le combat à la jeunesse. Donc la jeunesse n'attend pas que ça vienne totalement de là-bas. Elle attend juste que chacun dans l'écosystème fasse son job. Donc pour moi, cette jeunesse-là n'a pas entendu ce jour-là, que ce soit à Dekongbe, à Parakou ou dans les lignes de ce livre, une promesse électorale. Non. Cette jeunesse a entendu la voix d'un jeune qui parle à des jeunes et qui leur dit « Hissez-moi pour qu'en votre nom et avec vous, je puisse faire ce qu'il faut pour nous et pour les générations à venir. » Donc, même si ce livre et les pages qu'il contient ne sont pas une sorte de poids
suffisant à opposer au candidat dans le futur, il est quand même un miroir dans lequel la conscience du candidat devenu président de la République peut se mirer. Le Bénin l'a expérimenté pendant 10 ans, où il a été l'argentier national. Et nous avons vu l'effet des réformes qu'il a portées sous l'égide du président de la République. Je veux parler du président Patrice Talon. Il est brillant, il est compétent et il a le profil dont a besoin un pays en voie de développement comme le nôtre. Un pays qui, pour trouver son chemin, a besoin d'audace, a besoin de rigueur. La rigueur, oui, je sais que les Béninois en ont parfois peur. J'en ai parlé dans mon ouvrage lorsque je parle des poches de résistance à la candidature et à la cession au pouvoir ou à la magistrature suprême de Romuald Wadaye. Les nostalgiques du passé honteux, comme on a pris l'habitude de le dire désormais au Bénin, ces nostalgiques-là opposeront principalement deux formes de résistance. La première serait un appel au boycott. Et je dis à la jeunesse, si vous faites la politique de la chaise vide, vous laisserez les gens décider pour vous et les décisions prises en votre nom s'imposeront à vous et vous ne pourrez rien faire. Et pire, devant l'histoire, vous ne pourrez pas ouvrir la bouche parce que vos enfants vous demanderont un jour, dans toute leur maturité, eh bien tu te plains que ça s'est mal passé et c'est les reliques de ce qui s'était mal passé. Qu'as-tu fait en son temps? C'est difficile de dire à son enfant, à son petit-fils, à sa petite-fille, je me suis écarté, j'ai laissé faire. C'est un aveu de faiblesse, c'est un aveu de culpabilité. Et donc la jeunesse ne devrait pas se laisser aller à ce jeu. La deuxième, c'est lorsqu'on nous dira, mais Romuald Wadaye, c'est simplement la continuité de cette politique d'austérité-là du Patrice Talon. Et là, je pose la question de savoir, lorsque vous avez une entreprise, vous créez votre entreprise, et que vous êtes appelé à effectuer un voyage de 3 mois. Et donc vous devez désigner quelqu'un parmi vos employés pour assumer l'intérim. Entre l'employé rigoureux, conscient de son travail, méticuleux, et l'employé lassiste, négligent, qui laisse aller, vous choisirez lequel des deux pour prendre les rênes après vous. Naturellement, c'est une question juste rhétorique puisque tout le monde choisirait l'employé rigoureux, méticuleux. Si vous devriez confier la garde de vos enfants à une nounou et que vous demandez aux gens de déposer leur dossier, ils passent l'entretien et une dame, je dis la dame A, elle vous dit, moi je suis très gentil avec les enfants, tout ce qu'ils veulent je les laisse faire et puis il n'y a pas de problème, on s'entend bien. Et puis un autre qui dit, je sais faire la douce, mais je sais aussi faire la rigoureuse parce que les enfants ont besoin de discipline. Et je ne me laisse pas aller, je les surveille dans leurs moindres mouvements. Vous confierez la gestion de vos enfants, la prunelle de vos yeux à qui? À la deuxième, je suppose. Le Bénin est le bien le plus précieux que nous puissions avoir. Au-delà même de notre famille, au-delà même de nos enfants, au-delà de nos affaires. Parce que si le Bénin se porte mal, eh bien, plus rien ne marchera. Nos affaires ne marcheront pas, même si vous êtes dans le privé, que vous ne soyez pas politique. L'agriculture ne marchera pas. Vos enfants ne se soigneront pas bien. Si le Bénin est notre bien le plus précieux, pourquoi nous amuserions-nous à le mettre dans les mains de quelqu'un de non rigoureux, de lassiste? Voilà donc une part de réponse à votre question, pourquoi Romuald Wadaye? Et enfin, Romuald Wadaye, parce que Romuald Wadaye est une sorte de pont entre l'ancienne génération et la nouvelle. Il est jeune, mais il n'a pas 30 ans par exemple. Il a un peu de la quarantaine, il n'a pas non plus 50, 60 ans. Il comprend les besoins des uns et il fait partie des autres. Il allie innovation, compréhension du sens dans lequel le monde évolue aujourd'hui. Et il n'y a pas meilleur pour représenter cette jeunesse-là à laquelle nous appartenons. Vous savez, on n'a eu qu'un problème pendant toute cette gestion des 9-10 dernières années. Nous étions habitués à un mode de gestion. Un mode de gestion que je ne critique forcément pas. Peut-être que c'était adapté à cette période-là. Parlons quand même de 10 ans, de 2006 à 2016, où la gestion de la chose publique se faisait avec une certaine légèreté.
On a donc appris au nôtre qu'il fallait donner du poisson. Et que c'est celui qui donne du poisson qui est meilleur. On n'avait pas un autre modèle à comparer. Puis ça a changé. On a eu une autre gestion où la compréhension du social et son application a totalement viré à 360 degrés. Aujourd'hui, on pense qu'avant de faire de la charité, il faut d'abord posséder. Ça demande une période de transition qui est une période de sacrifice. Et c'est ce que nous avons connu ces dernières années. Je pense, et le candidat lui-même l'a dit au détour de plusieurs autres conversations, que la partie la plus difficile du travail a déjà été faite. C'est la partie où vous faites les fouilles. C'est la partie où vous aplanissez le terrain. C'est la partie où vous posez les fondations. C'est la partie la plus difficile parce que vous souffrez beaucoup. Vous dépensez beaucoup, mais personne ne voit ce que vous êtes en train de faire. Personne ne voit pousser de terre ces millions que vous investissez. Nous avons passé cette étape-là. Nous avons serré les ceintures, comme on le dit dans le langage populaire. Nous avons posé les fondations qui nous permettent d'avoir la capacité de faire du social. Vous ne pouvez pas donner de l'argent à quelqu'un qui vous demande de l'aumône si du lundi au samedi, vous n'avez pas travaillé pour avoir un salaire. Ce n'est que ça que vous utiliserez pour faire la charité à l'église le dimanche. Sinon, si vous ne le faites pas, eh bien vous risquez au bout de quelques temps de devenir aussi mendiant. C'est la logique du social ces 9 dernières années, mais que le peuple béninois soit rassuré, nous sommes maintenant à la phase de la récolte. Les bases sont posées et c'est irréversible aujourd'hui. Les fruits qui peinaient à sortir ne tarderont plus. Et il n'y a pas meilleur que celui qui a activement contribué à la semence, à l'entretien des plants, pour savoir où est-ce qu'il faut récolter, lesquels sont déjà à maturité et comment le servir. Donc je le répète, on n'a pas à humaniser Romuald Wadagne, on a juste à le révéler au peuple béninois. Mais je pense que le peuple béninois a commencé d'ailleurs à comprendre. Les débuts sont toujours difficiles, vous savez, l'être humain est réfractaire au changement. Mais on s'y est habitué, on a fini par comprendre ce qu'on n'avait pas compris un peu plus tôt. Le lancement du livre, on l'avait déjà programmé, on a dû le reporter. Et même dans le report, on n'avait pas encore une précision du jour, de la date et du lieu où le candidat comptait faire la présentation de son projet de société. La troisième partie de mon ouvrage, que j'ai intitulé La feuille de route du candidat et les chantiers de l'espoir, montre ou alors parle des chantiers que j'estime prioritaires pour la jeunesse béninoise et pour le peuple béninois dans son entier, que le candidat devrait prendre en compte dans son projet de société. J'avoue que je n'ai pas eu vent du contenu du projet de société. Mais je me base simplement sur l'analyse de ce qui devrait être la suite logique du travail qui a été fait et en comparaison avec beaucoup d'autres modèles à travers le monde, prenant en compte naturellement les réalités, les potentialités du Bénin, qui est notre pays. Donc, dans le troisième chapitre, il y a en effet plusieurs points que j'ai mis en avant et qui collent beaucoup avec le projet de société du candidat. Je vais parler par exemple du numérique. J'estime que nous avons une jeunesse et un peuple très connectés. Il va donc falloir qu'on investisse assez dedans pour encourager la jeunesse. Non seulement assez à donner, bien les former, afin que le Bénin puisse devenir réellement un hub en matière de numérique, de digitalisation. Nous avons déjà commencé, nous l'avons même appliqué dans notre administration. Aujourd'hui, le Bénin est adoubé. Aujourd'hui, les formalités sont simplifiées de votre maison pour faire tellement de choses. Vous voyez, donc, j'en ai parlé. J'ai parlé également d'un fonds de soutien à la jeunesse pour l'entrepreneuriat. J'ai parlé tantôt des opportunités. Un jeune qui se fait former dans le domaine agricole et qui estime que la meilleure chose à faire pour lui et pour son peuple, c'est d'aller dans l'entrepreneuriat.
de mettre son entreprise sur pied. Ça peut être également dans le numérique, peu importe le domaine, qui se rapproche d'une banque ou d'une institution de microfinance. Et la première chose qu'on lui demande, c'est une garantie. Écoutez, son père est de la classe moyenne. Il a économisé toute sa vie, il a épargné toute sa vie pour envoyer l'enfant à l'école. Donc, il n'a pas eu le temps ou la chance d'acheter des immeubles. Et on lui demande d'emmener ces immeubles-là comme garantie pour avoir, s'il les avait, viendrait-il demander? Donc, il faut que l'État puisse mettre en place ce qu'on appelle un fonds pour la jeunesse, où l'État se porte garant pour cette jeunesse-là lorsqu'elle veut se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'elle n'a pas les moyens d'avoir des garanties pour aller prendre des prêts. Le gouvernement peut bien faire ça, il y a des modèles qui existent à travers le monde entier. Et faire suivre cette jeunesse-là d'un système de mentorat qui permet de garantir une plus grande chance de réussite de ce projet-là. Je parle également de l'art et de la culture. Le candidat en a parlé dans son projet de société pour une meilleure valorisation. Une chose qui est en train de nous marcher aujourd'hui au Bénin, c'est le tourisme, c'est la valorisation de la culture béninoise qui naturellement fait entrer des devises et repositionne davantage le Bénin comme une terre d'histoire, une terre de valeur. J'en ai parlé également dans les chantiers de l'espoir, la feuille de route proposée aux candidats et beaucoup d'autres points. Mais c'est les trois principaux, tels que vous l'avez demandé, qui me viennent déjà à l'esprit, qui collent très bien avec le projet social des candidats, même si je n'ai pas eu la chance d'y jeter un coup d'œil et de participer à son élaboration. Mais c'est pour moi la preuve que ce que le candidat propose au peuple béninois est ce qu'il lui faut. Parce que j'ai fait une analyse intellectuelle et cela sans parti pris dans cette troisième partie-là du livre. Si ça colle avec ce que le candidat met en avant, cela veut donc dire qu'il y a à faire et qu'il est prêt réellement à le faire et que le moment s'y prête pour que cela soit fait. Dans la première partie du livre, je l'ai dit tantôt, j'ai dressé un diagnostic du fait que la jeunesse, un diagnostic amer de la jeunesse qui est reléguée au dernier rang. C'est pas faux. Cela a emmené beaucoup d'entre nous à se détourner de la gestion de la chose publique et politique. C'est leur chose. La politique, ça ne m'intéresse pas. Voilà un peu la posture que la majorité des jeunes béninois a adoptée vis-à-vis de la politique. Parce qu'ils ont été, c'est le même langage. À chaque veille d'élection, on fait des promesses. On dit à la jeunesse qu'elle est au cœur des décisions et qu'elle est à valoriser. Et puis cette jeunesse mouille le maillot. Et cette jeunesse nourrit l'espoir d'un renouveau. Et ensuite, tout cela s'évapore. C'est un constat amer. Certains, j'en ai parlé dans l'ouvrage, décident carrément non seulement de tourner dos à la chose tout en étant au pays, mais certains décident de partir, de quitter la chaudière, comme on le dit. Pas parce qu'à l'extérieur, ils sont meilleurs. Je parle d'un ami qui a émigré comme ça et qui, bien que diplômé du supérieur, se retrouve à travailler dans des conditions minables au Maroc. Et moi qui lui propose, mais pourquoi est-ce que tu ne rentres pas au pays? Et lui qui dit, là-bas, je suis peut-être presque rien, mais ici, je suis superflu. Du coup, vous sentez combien c'est amer, combien il ne se sent plus d'ici, combien il se sent rejeté par sa propre société parce qu'il a perdu confiance, parce qu'il a perdu espoir. Mais dans la deuxième partie du livre, là où je parle de la réaction qu'on devrait avoir, là où je rejette toute la fatalité, parce que l'histoire va chaque fois se répéter si la jeunesse n'agit pas, je propose à ce jeune-là dont vous avez parlé de prendre sa responsabilité. Je lui demande, 1, d'être en règle vis-à-vis de son pays d'abord, d'avoir une carte, parce que c'est sa voix, c'est sa force. 2, de s'engager dans ce pacte que le candidat Romuald Wadagne est en train de proposer. Parce qu'il est plus facile de demander des comptes à celui qui vous dit « fais-moi confiance » que de demander des comptes à celui avec qui on n'a rien à conclure, on n'a rien eu à conclure en début. Il ne vous a rien demandé, vous ne lui avez rien demandé, il est quand même président de la République. Comment vous lui demandez des comptes alors que vous ne l'aviez pas responsabilisé auparavant? J'estime que c'est une perche tendue qu'il faut que la jeunesse saisisse. Et donc ce jeune-là,
doit, s'armer de sa carte. J'utilise le mot arme parce que c'est pour moi et pour ma part un véritable arsenal. Allez voter le 12 avril et ensuite faire la veille citoyenne. On ne participe pas à l'édification d'une nation prospère en se taisant. Non. Ou on conseille celui qui fait, ou on agit avec celui qui est en train d'agir, ou on lui fait des critiques constructives. Et on lui rappelle d'où on est parti et le pacte que nous avons scellé pour le futur. Donc j'invite des jeunes à, loin d'être des spectateurs, à devenir des acteurs du changement de leur propre destinée. Je ne limite pas mon appel à la jeunesse à la participation au scrutin du 12 avril. Ça, c'est ce que font les partis politiques, c'est ce que font les mouvements politiques qui soutiennent Romuald Wardani. Moi, je ne la limite pas à cela. Je prends cela comme un point de départ. On vote d'abord, puis ensuite on contrôle. Et dans l'ouvrage, je dis que la confiance accordée à Romuald Wardani n'est pas un chèque en blanc. Et la conclusion de mon ouvrage, je l'appelle le pacte de confiance pour le septennat. Je rappelle au candidat ce qu'il a dit. Je lui rappelle ce que la jeunesse attend de lui de façon claire et précise dans quel domaine. Et je lui rappelle que cette jeunesse l'évaluera après 7 ans de pouvoir. Donc pour moi, à travers ce livre, il ne s'agit pas que d'appeler les gens à voter. Ce serait trop. C'est inutile d'écrire un livre pour cela. C'est plutôt appeler cette jeunesse-là à prendre conscience, à agir pour tout au moins les 7 ans à venir, afin qu'on expérimente une nouvelle forme de gestion de la chose publique et voir si cela n'est finalement pas avantageux pour nous, jeunes, et si cela ne répond pas dans une certaine mesure à nos aspirations qui ont toujours été bafouées toutes ces décennies. Le Bénin nous appartient à tous et nous sommes tous les acteurs du changement que nous voulons. Aussi simple que ça. Le Bénin, c'est notre propriété à nous tous. Il n'appartient pas plus à quelqu'un qu'à un autre. Et certains ne sont pas plus acteurs de notre bonheur que nous. Nous sommes tous les acteurs premiers de ce changement-là que nous voulons, de ce renouveau-là que nous voulons, de ce développement que nous voulons, de ce bien-être-là que nous voulons. La prise de conscience dont je parle, le renouveau qui est tant espéré, les stratégies pour participer à ce renouveau-là en tant que jeunes à travers le numérique, mais surtout les terrains sur lesquels nous attendons la prochaine équipe dirigeante sont ceux qui sont contenus dans ce livre-là. Donc, jeunes du Bénin, ayez confiance. Ce n'est pas qu'ayez confiance en Romuald Wardani, qui est le symbole de la jeunesse et du renouveau, mais c'est que les jeunes du Bénin aient confiance d'abord en eux-mêmes, car c'est d'abord eux et avant tout eux.